Bonsoir à tous. Dans l'actualité, ce soir, bientôt un centre d'excellence des mines dans la préfecture de Boké, un projet de l'Union du fleuve Mano qui va s'étendre sur les autres pays membres de l'Union. Protéger les réserves classées du pays, une délégation du ministère de l'Environnement sensibilise les populations des régions concernées. Et puis à Gawa, l'arrestation des présumés malfrats pour la gendarmerie départementale. Ils sont accusés de sémer la terreur sur le tronçon Gawal-Fundara. Voilà pour les titres. Encore bienvenue à tous à l'hémicycle. Urgence pour la relève de l'économie guinéenne durement frappée pour cause de la fièvre à virus Ebola. La Banque mondiale s'informe auprès de l'Assemblée nationale pour recueillir les préoccupations afin de réagir vivement. Une action saluée par les élus du peuple. Des précisions avec Robert Sid Tolno. La Banque mondiale se veut toujours être aux côtés de la Guinée. Pour y arriver, elle se rapproche des élus du peuple. La démarche vise à mieux comprendre et recueillir auprès des députés les préoccupations des populations en vue de renforcer son appui. Ces consultations vont nourrir cette révision de la stratégie qui sera approuvée par notre conseil d'administration. Nous attendons, nous espérons en juin, juillet. Cette revue à mi-parcours du cadre de partenariat stratégique Guinée-Banque mondiale se tient au moment où la Guinée fait face à la fièvre hémorragique à virus Ebola qui a sérieusement affecté son économie. Un plan d'urgence est élaboré par l'Assemblée nationale pour faciliter la relance de l'économie. Il tiendra compte de plusieurs facteurs. Nous avons travaillé sur tous les aspects. Vous savez, la Banque mondiale a un plan sur 3 ans sur la Guinée 2014-2017. Dans ce nouveau plan, on doit prendre en compte le facteur Ebola, avec toutes ses implications et les efforts qui doivent être faits par la Guinée d'abord et ensuite la communauté internationale. Mais nous avons également les défis et les risques qui doivent être revus pour mettre ce papier de stratégie à jour. Les consultations se poursuivent entre les deux institutions. Les résultats de ces rencontres pourront aider la Guinée à se relever économiquement. Il y a une semaine, juste une semaine, quand deux familles se sont affrontées à cause d'une maison. C'était à Boulbiné, dans la commune de Kalouma. Ce bâtiment étant démoli, le gouvernement s'est engagé pour sa reconstruction. Et pour joindre l'acte à la parole, le Premier ministre a procédé ce matin à la pose de la première pierre de l'édifice. Plus d'informations dans ce reportage de Ousmane Bangoura. Ici, au quartier Boulbiné, dans la commune de Kalouma, il y a juste une semaine, ce bâtiment a été démoli suite à un conflit domanial entre les héritiers. Aujourd'hui, des dispositions sont envisagées par le gouvernement pour la reconstruction immédiate du site. Quelque chose malheur est bon. Alors, on va faire des l'enfer, faire des nankanama. Les macaïmona banu, ils banquent mon femme à Tideno, alors la marati canara. Alors, on a un colon, fait fenandangue à la Hawalinara. Yandi wafin de Point Sara, wafin de Hakal Sara, président Waman and Roma. A moment home, Meskin and Nawara, Hawara Wa. Alors, what column Manahama, Nari Feraba, you hati, Mwar rapport Mokorema. Au fait, je vais vous dire que je la différence n'est pas la justice, assemblée, gouvernement, alors, chef chantier, cette implication du gouvernement rassure déjà les citoyens par rapport à l'exécution des décisions de justice. C'est pourquoi cet opérateur économique est déterminé à accompagner le gouvernement dans cette démarche. Je suis content avec tous les gens de Boulbiné, puisque le président de la République, c'est mon père. Il a cherché de venir poser la première pierre aujourd'hui avec le Premier ministre, pourvu que ces travaux puissent commencer dès maintenant. Donc pour ça, je remercierai Monsieur le Premier ministre et son gouvernement de venir assister à cette pose de première pierre. Nous sommes très contents
tous les Boulbinais remercier le gouvernement, le professeur Alpha Condé. Vraiment, nous sommes fiers d'aujourd'hui. Les gens sont contents. Il y a du calme ici. Il n'y aura aucun problème ici maintenant. Bientôt, ces deux familles vont à nouveau se partager les chambres de ce bâtiment qui sera construit sur cet espace ici à Boulbiné. À 300 km de Conakry, Boké sera bientôt doté d'un centre d'excellence des mines. C'est un projet de l'Union du fleuve Mano au compte de son programme de création des centres d'excellence dans les 4 pays membres de l'organisation sous-régionale, avec pour objectif de former une expertise locale qualifiée pour booster l'économie de ces 4 nations. Une réunion des experts s'est donc tenue à Boké afin de statuer sur ces centres d'excellence. Denise Timbo Mangono apporte des précisions. L'espace Mano-Riva, c'est 4 pays avec d'énormes potentialités minières et énergétiques, mais des pays qui font face aux défis du développement. Pour les experts de l'Union du fleuve Mano, il est important d'investir dans la formation. L'organisation sous-régionale compte créer 4 centres d'excellence dans les 4 pays membres. Faire des centres sur les avantages comparatifs des pays pourrait nous permettre d'avoir un programme de développement économique et social non seulement équilibré, durable, mais surtout assez rapide pour rattraper le temps perdu. En Guinée, l'Institut des mines et géologie de Boké sera érigé en centre d'excellence de l'Union du fleuve Mano. L'école va accueillir les étudiants de l'espace Mano, un ambitieux projet qui suscite de l'engouement chez les étudiants. Le choix de notre école, la transformer en une école d'excellence, n'est qu'un projet majeur. Ça nous réconforte à plus d'un titre. Vraiment, nous sommes réconfortés. Une réunion sous-régionale des experts de la Mano s'est tenue à Boké. L'objectif est de statuer sur le concept de centre d'excellence, le contenu des programmes et la mobilisation des ressources. L'Institut Polytechnique de la Côte d'Ivoire compte déjà accueillir les premiers étudiants de l'espace Mano en septembre 2015. Pour le recrutement, une délégation de l'Institut National Polytechnique se déplacera ici en Guinée pour recruter les élèves. Ils viendront avec les sujets. Pour les élèves guinéens qui sont intéressés vont composer. Et nous retournerons donc à Yamoussoukro pour faire la correction de tous ces sujets-là et on donnera le résultat. À long terme, le projet des centres d'excellence pourrait réduire le problème de chômage des jeunes et booster l'économie des États membres du fleuve Mano. La rencontre de Boké a été une rencontre historique parce qu'elle a permis de clarifier le concept d'école d'excellence déjà. Elle a permis de jeter les bases de la réflexion pour l'opérationnalisation concernant aussi bien le niveau de recrutement, les curricula, les diplômes et surtout l'ajustement des produits, c'est-à-dire de sortant de ces écoles avec les besoins du marché, de l'emploi dans la sous-région. L'Union du fleuve Mano est une organisation sous-régionale. Elle est composée de 4 pays dont la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Sa mission, renforcer l'intégration économique, sociale et politique des États membres. Autre localité, autre centre, à l'Abbé, le centre d'autonomisation et de promotion des femmes est en construction. Une mission d'évaluation s'est rendue sur le chantier pour évaluer les travaux qui sont déjà à 78% de réalisation. À terme, ce centre servira de cadre d'apprentissage des métiers pour les femmes de la région. Mohamed De Camara sur les traces de la mission. Lancé le 27 juillet dernier, les travaux de construction du centre d'autonomisation et de promotion des femmes de l'Abbé situé dans le quartier Safatou avancent aujourd'hui à grands pas. C'est le constat sur place effectué par une mission d'évaluation composée des cadres du ministère de l'Action sociale et ceux des départements sectoriels impliqués dans la réalisation des infrastructures publiques en Guinée. L'entrepreneur a été sérieux dans le travail. Une entreprise qui a reçu un préfinancement à hauteur de 30% et selon les constats, on voit que vraiment les réalisations sont à une hauteur de plus de 60%. Ça, c'est une fierté. Vraiment, on est très content de l'entreprise. Le cahier de charge a été respecté et je crois même avouer que l'entreprise est allée au-delà des efforts ou des quantités qui étaient prévues dans le cahier. Et comme vous pouvez les constater ici sur le terrain,
nous sommes en zone humide. La réalisation de ce centre d'apprentissage des métiers pour femmes répond à la préoccupation du gouvernement à rendre autonome cette couche qui représente plus de 52% de la population guinéenne. Le président de la République dit qu'il dédie son mandat aux femmes et aux jeunes n'est pas un simple slogan, c'est une réalité. Et pour que les femmes bénéficient de ce slogan que le président a lancé, il faut le concret sur le terrain. L'entrepreneur est aujourd'hui à plus de 70%, ce qui est un avantage pour le département et même pour le gouvernement. L'entreprise, le Club des immobiliers de Guinée, Simgi, qui réalise les travaux grâce à une supervision du bureau d'études d'Inassal, compte rendre l'édifice avant le mois de juillet 2015. Politique à présent, le processus électoral est en marche. La Commission électorale nationale et indépendante CENI poursuit ses activités à l'intérieur du pays. Dans les préfectures de Mamou et de Laba, les démembrements ont prêté serment pour préserver la quiétude sociale dans la transparence en vue d'une élection réussie. Makemedozo, compte rendu. Dans les préfectures de Mamou et d'Alaba, 138 personnes, membres des démembrements de la CENI, viennent de prêter serment. Ils doivent désormais respecter les principes électoraux en vigueur pour un bon déroulement des élections à venir. Et qu'à chaque fois que vous poserez un acte, voyez la Guinée, notre cher pays. Ne voyez pas les partis politiques qui vous ont désigné, ni les structures des organisations de la société civile, encore moins l'administration. Vous devez avoir une attitude de neutralité, d'impartialité tout au long du processus électoral. C'est pourquoi la préservation de la paix et la quiétude sociale doivent être au centre de vos préoccupations. Ces démembrements de la CENI ont la lourde charge de surveiller les opérations du cycle électoral, mais aussi de remonter toutes les informations fiables pour crédibiliser le vote. Les démembrements doivent en toutes circonstances incarner les valeurs que définit la CENI. Ils doivent faire preuve de neutralité, ils doivent faire preuve de compétence, ils doivent faire preuve de patriotisme. Les CECI, CEPI et CESPI sont venus de plusieurs structures, dont les partis politiques, l'administration et la société civile. Même opération à Kissidougou où les démembrements de la CENI ont également prêté serment. Ils ont désormais la lourde charge de superviser le processus électoral dans cette préfecture. C'était sous la supervision du délégué de la CENI dans la région de Farana. Abdoulaye Diallo, Momello Camara, depuis Kissidougou. Jurez de bien et fidèlement remplir vos fonctions, d'agir en toute indépendance et objectivité, de ne pas participer en aucune manière à une campagne électorale, de ne jamais révéler le secret des délibérations, de vous comporter en digne et loyal membre de la commission électorale indépendante, de respecter scrupuleusement la loi fondamentale, les lois organiques et d'une manière générale la réglementation en vigueur. Après de longues discussions, les membres de la commission électorale préfectorale indépendante de Kissidougou ainsi que leurs démembrements sont installés. En matière d'élection, il n'y a pas de secret, c'est la transparence. Il faut mettre les gens ensemble, il faut travailler sur la base de la loi. Si vous vous reposez sur la loi, vous n'avez pas de problème. Mais si vous voulez contourner la loi, vous aurez des problèmes. Issus de la société civile, de l'administration, de la mouvance présidentielle et de l'opposition, ils ont la lourde charge de superviser le processus électoral dans cette préfecture. Ici, à Kissidougou, tout départ et enfin, nous mettons Kissidougou devant nous. Pour que ce Kissidougou soit développé, il faut la concorde. Pour que Kissidougou soit développé, il faut l'entente des fils et des filles. Nous serons des écartés, nos sœurs. Kissidougou est tout différent de certaines préfectures. Là où nous apprenons qu'aujourd'hui, à l'installation, ça ne va pas, il y a eu des cris. Alors que chez nous, c'est tout à fait le contraire. À ce moment de l'organisation des élections présidentielles, la Commission électorale nationale indépendante multiplie les efforts pour la réussite et la transparence du processus. Et à Kissidougou, c'est bien parti.
Avant de poursuivre ce journal, voici une décision portant suspension d'un cadre. Le ministre de la Communication, vu la loi L029 portant création, organisation, fonctionnement et contrôle des structures des services publics, vu la loi L028 portant statut général des fonctionnaires, vu le décret portant création du ministère de la Communication, vu le décret portant nomination des membres du gouvernement, considérant les nécessités du service, décide. Article 1er, M. Paul Moussa Gawara, directeur général de l'Office guinéen de publicité OGP, est suspendu de ses fonctions pour insubordination et violation répétée des articles 75 et suivant du statut général des fonctionnaires. Article 2, la présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Conakry, le 27 mars 2015, le ministre de la Communication, Alucine Makenera Kaki. On en vient maintenant à l'opération d'installation des pointeuses électroniques dans les ministères pilotes. Après le département de la coopération internationale et la fonction publique, c'est au tour des ministères des Finances et du budget de recevoir ces équipements électroniques. Une stratégie qui vise à maîtriser la masse salariale et les ressources humaines dans l'administration publique guinéenne. Plus d'informations avec Baba Kouyati. C'est ce que les spécialistes de la réforme administrative de l'État appellent le pointage électronique de présence. Il consiste à poser l'index droit sur la machine et la photo de l'agent apparaît immédiatement. Premier du genre en Guinée, pour cette phase expérimentale, les ministères des Finances et du Budget reçoivent leurs machines pointeuses électroniques. Ça va changer beaucoup de choses parce que les effectifs que l'État doit supporter doivent être les gens qui sont au compte de l'État. Et si l'appareil nous permet effectivement de recenser et de détecter les présences effectives des fonctionnaires, ça va avoir un résultat sur le plan budgétaire. Je vous invite à vous plier, à observer les procédures qui ont été décrites de manière à ce que nous puissions réussir effectivement à réaliser les objectifs qui sont attendus de cette réforme. Cette innovation permettra la maîtrise de la masse salariale et une gestion efficace des ressources humaines. Ces pointeuses électroniques de présence viennent en réalité pour lutter contre l'absentéisme. Parce que vous le savez déjà que pendant l'opération de recensement d'identification biométrique, beaucoup de fonctionnaires qui vivent à l'étranger, d'autres qui travaillent dans le secteur privé et dans le secteur mixte sont parvenus à se faire enrôler. C'est une suite logique de la biométrie, il faudrait le dire. Aujourd'hui, je m'en réjouis de constater que tout le personnel, disons, a adhéré à cette vision et nous allons donc filtrer davantage pour permettre à l'État, n'est-ce pas, de payer réellement ceux qui travaillent. 125 machines pointeuses électroniques ont été offertes par la Banque mondiale à la Guinée. Après cette étape, d'autres services de l'administration comme la sécurité, la douane, les impôts et la préfecture de Koya verront leurs machines installées. L'inspection générale du travail est un service public relevant du ministère de l'Emploi. Sa mission est de veiller au respect des conditions de travail des employés des secteurs parapublics et privés. Ce service vient de lancer la campagne de contrôle des conditions de travail sur toute l'étendue du territoire national. Touré Amadou. Lancement de la campagne d'évaluation du niveau de représentativité des organisations syndicales et contrôle systématique des conditions générales du travail des employés du secteur parapublic et privé. C'est une initiative de l'inspection générale du travail. Elle vise à se rassurer de l'existence des structures syndicales et du respect des conditions de travail dans les entreprises. Le rôle d'un DRH, c'est d'appliquer les dispositions du Code du travail, donc la législation du travail, dans le secteur d'activité. Donc si une telle initiative est lancée par l'inspection du travail, on ne peut que s'en réjouir et s'en féliciter. Ou à notre niveau, tout sera clean, d'après le contrôle qui sera fait. Donc c'est une bonne initiative. Depuis le décret du 18 décembre 2014, le président de la République a exigé le respect de la réglementation des élections sociales du secteur public, parapublic et privé pour une administration moderne. Mes équipes d'inspecteurs du travail demanderont aux entreprises faisant l'objet de cette campagne 3 documents.
Le premier document, c'est la liste du personnel. Le deuxième document, c'est le PV de mise en place ou de renouvellement des délégués syndicaux. Le troisième document, c'est le protocole préélectoral. En ce qui concerne les conditions générales du travail, ça commence par l'embauche jusqu'à la retraite. Cette activité de contrôle de l'inspection générale du travail doit couvrir l'ensemble des structures parapubliques et privées du pays. Autre image, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile présente le bilan de ses activités depuis sa prise de fonction. Devant un parterre du journaliste, Mahmoud Cissé a expliqué les acquis, les défis et les perspectives de son ministère. Un reportage de Fatoumata Diallo rendu par Younoussa Tawel Kamara. 113% des habitants de Conakry se sentent en insécurité. Tel est le résultat d'une enquête menée en 2014 par le département de la sécurité. Face à la presse, le ministre Dr Mahmoud Cissé explique comment les armes légères et petits calibres attisent le phénomène. De la circulation des armes de part et d'autre de nos frontières, notamment la destruction systématique de tous nos dépôts d'armes. Ce sont des milliers et des milliers d'armes et de munitions qui ont été systématiquement pillés, enlevés et qui continuent à se perdre dans la nature. Lors de cette rencontre, il a aussi évoqué les réalisations enregistrées par son département. Entre autres résultats, la mise en œuvre de la patrouille. Cela à travers la police de proximité. La réforme du secteur de sécurité sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, nous avons su élaborer déjà la politique nationale de défense et de sécurité. 4 individus impliqués dans l'assassinat de Kerno Aliou Gaouné seraient aux arrêts depuis le 16 mars, précise le ministre Cissé. Le département de la sécurité est également confronté à des difficultés. L'absence d'une école nationale de police fonctionnelle, le déploiement incontrôlé des effectifs sur le terrain. Pour remédier à cela, le ministre compte renforcer l'inspection générale de la police nationale. Un véritable défi à relever. Ils refont surface et ce sont ces coupeurs de route qui sèment la terreur dans la préfecture de Gawal. La gendarmerie départementale vient de mettre aux arrêts 6 présumés malfrats qui opèrent sous le tronçon Gawal-Kakoni-Koundara. Ils sont tombés dans le filet de la gendarmerie après avoir braqué 3 taxis en partance pour le Sénégal. Moussa Bangora. 6 présumés bandits viennent de tomber dans les filets de la gendarmerie départementale de Gawal. C'était dans la nuit du lundi à mardi que ces coupeurs de route ont été arrêtés suite à 2 attaques armées dans la localité. La première dans la sous-préfecture de Koumbia et la seconde sur la route de Gawal-Kakoni. Ce sont 3 taxis de 9 places qui ont été braqués. Bilan, un mort, un blessé grave et plusieurs autres objets emportés. Les passagers venaient de Mamou en partance pour Sénégal. Les coupeurs de route, dont le combat est difficile parce que les services de sécurité n'ont pas les moyens qu'il faut le dire. L'appel que je lance au niveau de toutes les communautés, c'est de faire en sorte que tous les citoyens se mettent avec les services de sécurité pour donner des renseignements, pour traquer ces malfaiteurs, pour que ce phénomène soit éradiqué dans nos circonscriptions. C'est le message que j'ai donné à Gawal. C'est le message que j'ai été donné à Kakoni, où les bandits ont été maîtrisés, grâce à l'apport, grâce au concours des populations, parmi lesquelles il y a eu une brave dame. Les autorités régionales et locales demandent la collaboration des populations afin de traquer tous les malfrats. Elles souhaitent l'obtention des moyens logistiques pour mieux accomplir leur mission. À présent, ces décrets qui viennent de nous parvenir, décret D 2015-046, PRG, SGG, portant confirmation d'élection et de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles de 93 à 106, vu la loi organique L06-2010,
CNT du 23 mars 2011 en ses articles 2 et 3 décrète. Article 1er, les personnalités dont les noms et prénoms suivent sont confirmés pour être membres de la Cour constitutionnelle. Monsieur Sano Ahmed Terna au titre du bureau de l'Assemblée nationale. Monsieur Diallo Amadou au titre du président de la République. Madame Bari Rougui, Monsieur Théa Cissé, Monsieur Sal Kelefa au titre des magistrats. Maître Mounir Houssien Mohamed au titre des avocats. Monsieur Bangora Mohamed Lamine au titre des professeurs de droit public et université. Docteur Gabi Alia, Maître Kaba Amadou Tidiane au titre de l'institution indépendante des droits humains. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 30 mars 2015, professeur Alpha Condé. Décret D 2015-047 PRG SGG fixant les conditions et modalités du concours de recrutement exceptionnel au grade de conseiller référendaire de la Cour des comptes. Décret dont nous vous proposons les 3 premiers articles. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi L 2001-028-1 du 31 décembre 2001 portant statut général des fonctionnaires, vu la loi L 2001-029 du 31 décembre 2001 portant principes fondamentaux de création d'organisation et de contrôle des structures des services publics, vu la loi organique L 2013-046 CNT du 18 janvier 2013 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour des comptes et régime disciplinaire de ses membres modifiés par la loi L 2013-066 CNT du 12 décembre 2013, vu la loi organique L 054 CNT 2013 du 17 mai 2013 portant statut des magistrats, vu la loi organique L 055 CNT 2013 du 17 mai 2013 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, décrète. Chapitre 1, disposition générale. Article 1er. Le présent décret fixe les conditions et modalités du concours de recrutement exceptionnel au grade de conseiller référendaire de la Cour des comptes. Article 2. Pour la constitution initiale du corps. Et pendant 5 années, le concours est ouvert aux auditeurs de la Chambre des comptes de la Cour suprême, aux fonctionnaires et agents non fonctionnaires du secteur public de la hiérarchie A, justifiant de compétences en droit, finance, économie, comptabilité publique ou privée et comptant au moins 6 ans d'ancienneté dans la dite hiérarchie au moment du concours. Les candidats doivent être titulaires au moins d'une maîtrise ou de tout autre diplôme admis en équivalence, relevant des sciences juridiques, économiques, financières et commerciales. Les candidats retenus doivent passer avec succès des épreuves écrites ainsi qu'une épreuve orale de contrôle des connaissances devant un jury dont la composition est fixée ci-après. Les candidats reçus sont nommés conseillers référendaires de la Cour des comptes par décret du président de la République. Article 3. Le jury est composé de 7 membres. Le premier président de la Cour des comptes, président, le commissaire général du gouvernement près la Cour des comptes, vice-président, l'inspecteur général de l'administration publique, le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université générale Lansana Conté de Sofonia ou un professeur titulaire de la dite faculté désigné par lui. Le directeur national du Trésor et de la comptabilité du ministère de l'économie et des finances, le directeur du centre de formation et de documentation juridique CFDJ, le directeur national du budget du ministère en charge du budget. Décret signé Conakry le 30 mars 2015, professeur Alpha Condé. Et puis, tournée d'information et de sensibilisation d'une délégation du ministère de l'Environnement à l'arrière-pays. Dans les régions concernées, les populations ont été informées sur la nécessité de protéger les réserves classées. À Kourissa, par exemple, la fermeture du parc national du Haut-Niger pour le repos biologique suscite un émoi au sein du village avoisinant. Vous allez le voir, le fleuve Niger tarit chaque jour
un peu plus sous l'effet des activités humaines. Kourouma Seko Fernand. En se rendant à Kouroussa, la mission du ministère de l'Environnement se fixe pour objectif d'impliquer durablement les populations riveraines du parc du Haut-Niger dans la gestion de cette réserve. Ce à travers une sensibilisation aux pratiques nuisibles à la préservation de la faune et de la flore. À cela s'ajoute une volonté d'aplanir certaines divergences entre les populations de Diaragbela et les conservateurs de la nature. Nous avons été mandatés pour venir régler un conflit environnemental entre le parc national du Haut-Niger et réserve de biosphère et les usagers de ce village autour de l'accès aux ressources naturelles. En réalité, ce conflit est issu du fait que cette année, certaines règles d'accès aux ressources ont dû être réduites pour accorder un repos biologique au fleuve Niger, et cette chose qui n'a pas plu aux pêcheurs, ce qui a fait donc qu'il y a eu quelques malentendus entre les communautés et le parc national du Niger. Nous sommes là donc pour essayer d'arbitrer ce conflit au niveau social entre ces deux entités qui restent très complémentaires. Créé en janvier 1997, le parc comprend une haie centrale de protection intégrale couvrant une superficie de 55 000 hectares, une zone d'interdiction totale de chasse de 24 000 hectares couvrant un rayon de 5 km. Dans cette localité, les activités humaines nuisent gravement au fleuve Niger. Les causes de l'ensablement, d'abord ça parle de l'envasement. Et la cause de l'envasement, c'est la coupe abusive des galeries, c'est-à-dire la forêt galerie qui protège le lit des cours d'eau. À présent, les populations entendent accorder les violons pour accompagner le gouvernement dans sa politique de protection de l'environnement. Mais à la zona, nous allons tout mettre en œuvre pour travailler en harmonie avec les conservateurs de la nature. Le parc du Haut-Niger est une nécessité vitale pour nous. Pour les spécialistes présents à Diaragbela, il est plus qu'urgent de sauver le fleuve Niger. Sinon, il pourrait disparaître les décennies prochaines. Direction les îles Tristao, où la culture de moringa commence à porter fruit. Après 2 ans d'apprentissage sur les techniques de la culture de cette plante médicinale, ces femmes insulaires comptent pérenniser la pratique. Une pratique qui va leur permettre de subvenir à leurs besoins. C'est le résultat d'une synergie d'action, l'ONG Partenariat Recherche Environnement Média et l'ONU Femmes. Une Satawel Kamara du retour des îles Tristao. La plante médicinale moringa connue sur les îles de Tristao dans la préfecture de Bouquet a permis à plusieurs groupements de femmes de bien cerner les techniques de cette culture. 4 îles ont bénéficié de ce projet de partenariat recherche, environnement et médias Prem. Il s'agit de Kapke, Kasmak, Kadignan et Katoufra. Après 2 ans d'apprentissage avec les techniciens, les femmes se disent bien outillées en technique culturelle et de la transformation de la plante. Ce projet Moringa a une importance capitale pour nous. Ça nous a permis de subvenir à nos besoins. Nous allons poursuivre la pratique partout sur les îles de Tristao. Vu l'importance de la plante moringa dans le domaine de la santé et de la protection de l'environnement, les responsables du projet ont exhorté les groupements à la pérennisation de cette pratique sur les autres îles de Tristao. On a pensé au moringa, qui est une plante utile et qui combine en ce moment 2 avantages. La conservation du milieu et les produits qu'on récolte, la poudre qu'on récolte, les fruits qu'on récolte, apportent de l'argent aux femmes. Ça, c'est sûr. Et elles ont commencé déjà à bénéficier de ça. J'insiste beaucoup sur la pérennité du projet parce que généralement, dès que le projet est à terme, les bénéficiaires abandonnent. Mais nous avons adopté une politique dans ce projet. On a mis les bénéficiaires à l'œuvre pour qu'en fin de projet, elles puissent se prendre en charge. Et nous allons les suivre encore pendant une période donnée afin de nous rassurer que vraiment les résultats qui sont acquis sont vraiment à préserver. Un important lot des intrants agricoles et autres matériels de transformation de moringa ont été remis au groupement de femmes ici au centre-ville de Kamfarandé.
En bref, le gouvernement guinéen poursuit son offensive à l'intérieur du pays. Le Premier ministre, chef de gouvernement accompagné d'une forte délégation, est en tournée dans les communes de Fria. Cette démarche vise à recenser les difficultés auxquelles les populations sont confrontées. Un reportage de Ousmane Bangoura et de Kabassouma que nous aurons dans les prochaines éditions d'information. Formation sortie de la 4e promotion LMD de l'Université générale Lansana Conté de Lambagne. Après 3 ans de cycle d'études dans les domaines différents, ces nouveaux candidats du marché de l'emploi se disent aptes à répondre aux besoins des employeurs. Reportage Mamadou Alpha Baldi. Ils viennent de terminer leur étude de licence. Après plusieurs années de travail, ces étudiants de l'Université générale Lansana Conté Lambagne quittent les bancs et s'apprêtent à affronter le dur marché de l'emploi. C'est un grand jour pour moi, mais je pense que le plus important d'abord, ce n'est pas dire que le marché de l'emploi est saturé. Même si le marché de l'emploi est saturé, réellement si tu as le niveau, si tu te lèves, tu te bats, tu pourras avoir où gagner ta vie. Cette promotion est la 4e de l'université. Elle porte le nom du ministre de la Coopération internationale. J'ose croire qu'aujourd'hui, vous avez la clé en main. Mais c'est une clé, comme l'aurait dit, les sortants. On vous demande de sortir de ce temple, de sortir de cette maison, de sortir de toute protection que vous avez bénéficiée, de faire face à la vie. Aujourd'hui, cette formation que vous avez bénéficiée, c'est cette formation qui sera à vos côtés pour vous guider, pour lutter, pour gagner, pour réussir dans la vie. Les responsables de l'université se félicitent de la qualité de formation des diplômés. Il invite le monde du travail à leur ouvrir ses portes. Donc ça me fait un grand plaisir de voir, d'avoir participé à la formation des jeunes Guinéens qui auront, tant sous peu, à l'éducation d'autres enfants qui viendront à l'université ou ailleurs. Je suis très ravi d'avoir participé à la formation. Créée en 2000, l'Université générale Lansana Conté Lambagne forme des centaines d'étudiants en licence et BTS chaque année. La réduction du taux de chômage dans le pays est une préoccupation pour la jeunesse du parti PDG RDA. Elle a organisé récemment à cette jeunesse une conférence débat afin d'apporter son grain de sel aux actions du gouvernement sur cette question. Compte rendu signé Diana Yassani. Conférence débat, la problématique du chômage en Guinée a été abordée dans tous ses volets. Après avoir défini le concept de chômage, les conférenciers ont évoqué les causes et les conséquences du manque d'emploi. Objectif, interpeller les pouvoirs publics et acteurs du secteur privé à œuvrer pour lutter contre le chômage dans le pays. Cette conférence a été organisée pour amener à exprimer le consentiment de la JRDA par rapport au phénomène qui se présente dans notre pays actuellement. Quels sont les secteurs où la main-d'œuvre est le plus demandée? Il y en a 2. Et nous avons un besoin crucial dans ces 2-là. C'est le secteur de l'éducation et c'est le secteur de la santé. Une approche immédiate serait de renforcer les capacités de formation dans ces 2 domaines, l'éducation et la santé. La JRDA, jeunesse de la révolution démocratique africaine, plaide en faveur de l'instauration d'un enseignement adapté aux besoins du marché de l'emploi. Ceci pour éviter à l'école guinéenne de produire chaque année des diplômés sans emploi. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Un grand merci à vous pour votre fidélité et votre aimable attention. Passez une excellente soirée. À demain.